Bienvenue donc chers internautes sur cette quatrième vidéo chronologiquement qui va parler cette fois-ci de la poursuite de nos rêves, de la poursuite de nos aspirations. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui est absolument essentiel pour comprendre ce qui se passe dans les esprits humains et comment cela régit nos sociétés, nos interactions et comment cela nous a mené à une impasse actuellement dans les mondes occidentaux parce qu'on a enlevé certaines règles. Voilà, donc c'est une vidéo qui va être un peu longue, hein, je suis désolé. Il y a d'autres vidéos qui vont venir après, dont j'ai déjà rédigé les slides, et notamment une qui va aborder les formats que j'utilise dans mes slides pour répondre à un certain nombre de questions, puisque j'en ai déjà reçu. Mais rentrons dans le vif du sujet ici, donc la poursuite de nos rêves. De nos rêves, de nos aspirations, hein. C'est pas les rêves quand on dort. Et Mirabeau disait « L'humain est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles ». Dans le sens figuré pour l'être humain, c'est-à-dire qu'il suffit de lui raconter des jolis contes, des jolies histoires, pour l'attraper, pour lui faire croire ce que l'on a envie. Alors, nous vivons tous régis par des schémas, par des habitudes héritées de notre vécu personnel, afin de gérer le présent et de nous projeter dans le futur. Effectivement, nous avons un certain nombre de vécus, d'histoires qui ont été analysés par notre cerveau analytique, et ce cerveau analytique a mis en place, après derrière, des habitudes, des prismes, des croyances, etc., qui sont utilisés après derrière par le cerveau reptilien, qui lui gère la machine la plupart du temps, le cerveau analytique étant particulièrement feignant. Il est très pointu, mais il va gérer que les situations vraiment atypiques. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ces habitudes, ces prismes de perception de seuil de notre réalité, nos croyances, elles ne vont être vraiment chamboulées qu'à partir du moment où il va y avoir un événement perturbateur extérieur qui va être suffisamment fort pour forcer de nouveau le cerveau analytique à reprendre le dessus, à analyser la situation et à réajuster le tir. Et donc, on va constamment modeler notre perception du futur, donc nos habitudes, nos prismes, nos croyances, en fonction de nos besoins biologiques, de nos besoins sociaux, etc. Donc je vous laisse aller voir la pyramide de Maslow, qui est une approche qui est extrêmement puissante pour effectivement comprendre cet empilement et comment effectivement la gestion de priorité s'effectue. Alors le mécanisme du bâton et de la carotte est extrêmement puissant et utilisé actuellement de manière massive par les puissants, par ceux qui mènent la danse. Le bâton et la carotte sont agités. Ils ne sont jamais vraiment utilisés en fait. On va vous agiter la carotte, mais on va jamais vous la donner. On va agiter le bâton, mais on va jamais vraiment vous taper avec. On va vous faire suivre une trajectoire en vous faisant fuir des potentiels cauchemars et en vous faisant approprier les rêves et aspirations préfabriqués par d'autres personnes. Les publicitaires, eux, manient extrêmement bien la carotte. Ils ne manient pas le bâton, mais ils manient extrêmement bien la carotte. Au point qu'en fait, ils nous condamnent en quelque sorte en nous bombardant de rêves différents qui se succèdent beaucoup trop vite pour pouvoir même les atteindre, à nous vivre en permanence dans un état de frustration qui fait qu'ils sont aptes à tout instant de nous orienter dans la direction qu'ils ont envie. Et donc après derrière de bénéficier de notre argent et donc de notre temps.
Alors pourquoi j'ai abordé un peu aujourd'hui ces aspects vendre du rêve? C'est parce que il y a beaucoup de théories hommes-femmes ou MGTOW, etc., qui rentrent dans un écueil, qui ont un angle mort qui est assez évident et qu'on peut comprendre aisément par la problématique de vendre du rêve. En fait, les gens, quand ils cherchent à améliorer leur quotidien pour avoir un futur plus confortable, plus pérenne, plus serein, ils cherchent pas en fait à avoir de la calorie. Ils ne veulent pas vraiment la maison, la voiture, le resto, les vacances. Non, non. En fait, ce que les gens veulent, ce que notre cerveau nous entraîne à chercher, c'est du rêve. Vous cherchez pas la maison, vous cherchez le rêve d'une maison dans laquelle vous serez bien. Et c'est comme ça que c'est vendu par les agents immobiliers. Vous ne cherchez pas la voiture, vous cherchez la voiture qui va vous donner un statut social et donc une capacité à briller dans le regard des autres et à donc flatter votre ego. Vous ne cherchez pas le resto. Non, vous cherchez à avoir quelqu'un qui vient vous apporter à table un repas qui a été délicieusement cuisiné par quelqu'un d'autre en cuisine, le tout dans un cadre agréable et où vous allez vous sentir bien, reposé et pleinement déguster, profiter de toutes les saveurs et les couleurs qui vous sont offertes pendant ce repas. Etc., etc., etc. Mais en fait, à peine on atteint le rêve qu'on avait en tête, que celui-ci perd en fait toute sa magie. Il perd tout, il est complètement désacralisé en fait. Et le cerveau humain va alors chercher à atteindre notre rêve, parce qu'il va chercher donc à aller dans une étape un peu supérieure dans je dirais, sa survie, son confort, voilà. Et ça va énormément conditionner nos rapports hommes-femmes. Alors, la femme, je rappelle encore une fois ici, quand je parle de la femme ou de l'homme, c'est dans l'absolu. On n'est pas 100% femme, on n'est pas 100% homme, il y a des gradations. Ici, je parle de la femme dans l'absolu. Et la femme dans l'absolu, en fait, elle est incapable de percevoir, de comprendre le monde réel qui est autour d'elle. Elle est incapable de comprendre le vrai et le faux. Elle a besoin pour ça que l'homme lui décrive, et elle le perçoit au travers de l'homme, parce que elle, au contraire de l'homme, est réellement capable de percevoir les émotions humaines et de les manipuler. Et donc en fait, à part pour tout ce qui est son horloge intérieure, sa biologie féminine, la femme ne peut que s'approprier les rêves que d'autres lui vendent. Et c'est pour ça qu'en fait, le mécanisme de séduction, il est toujours orienté de l'homme vers la femme en fait. Tout mécanisme de séduction est un mécanisme qui vend du rêve à l'autre. Alors bon, parfois le rêve, il est déjà vendu avant même la rencontre. Ça s'appelle le coup de foudre. C'est-à-dire qu'en fait, la nana s'est approprié tout un ensemble de concepts, de référentiels, de choses à chercher chez son être idéal. Et quand elle tombe sur quelqu'un qui répond à une très grande partie de ces critères, et dans le bon moment qui va bien, enfin bon bref, après je suis pas spécialiste du coup de foudre, mais enfin théoriquement c'est ça. Et de la même façon que l'on ne vend pas un bien, mais on vend le rêve associé à ce bien,
la séduction, en fait, elle ne déroge pas à la règle, en fait. On va pas chercher à se vendre, on va chercher à vendre quelque chose que la femme en face de nous recherche, et on va essayer de lui expliquer qu'elle pourra le trouver avec nous. Voilà en quelque sorte un peu, je dirais, le jeu de la séduction. Donc on s'approprie plus ou moins bien les rêves selon qu'ils sont en adéquation avec notre vécu et avec nos prismes de perception qu'on a accumulés dans le temps. Et donc ce qui fait qu'il y a une variabilité selon les individus. On ne va pas forcément avoir les mêmes rêves, les mêmes aspirations d'une personne à l'autre. Par contre, le mécanisme, je dirais, de manipulation, lui, il est toujours un peu le même en fait. On va chercher à toucher l'ego, et on va déformer la perception du vrai et du faux, mais en tenant compte du vécu, des prismes et des rêves. D'où l'utilité, dans tout mécanisme de séduction, de savoir décoder ce vécu, ce prisme, afin de bâtir un discours qui va être personnalisé. Sauf quand c'est le cas comme je vous ai dit, du coup de foudre ou des quasi coups de foudre, où en fait, vous pouvez dire ce que vous voulez, de toute façon, la nana, elle a déjà fait son idée avant même que vous ouvriez la bouche. Donc voilà. Et après, derrière, vous pouvez raconter ce que vous voulez, de toute façon, vous allez y passer. Et c'est pourquoi en fait certains MGTOW, surtout dans la sphère anglaise, j'ai pas encore vu cette analyse-là dans la sphère française, ou des coachs, etc. et tout, vous disent qu'en fait, dans la vie à deux, dans la vie de couple, le mariage, en fait, c'est que le début de votre relation. Et en fait, pour qu'une relation marche dans le temps, sur plusieurs décennies, il faudra que l'homme fournisse en permanence. S'il ne le fait pas, il va y avoir des hauts et surtout des bas. Il va falloir qu'il fournisse en permanence plus de rêves en quantité et en qualité, du point de vue de la nana, de ce qu'elle considère comme ses critères de qualité. Il faudra qu'il lui vende plus de rêves où elle sera forcément impliquée. C'est pas du rêve pour lui et puis la nana de côté, quoi. Comme je vous ai dit, il faut que ça soit très égocentré, il faut que ça soit centré sur elle en fait. Il faut qu'il en vende plus que ce que l'extérieur du couple ne peut en fournir. Et l'extérieur du couple, c'est quoi? Les cercles sociaux, les amis, le monde professionnel, la société de consommation. Ça, c'est très pernicieux. On a tout ce qui va être éducation, mais on a également les enfants du couple, parce que ils sont en dehors du rapport homme-femme. Ils sont juste en périphérie immédiate, mais ils peuvent perturber énormément le jeu. De même que les familles de lui ou d'elle peuvent venir interagir, éventuellement vendre du rêve, et si il y a plus de rêve qui vient de l'extérieur que ce que l'homme est capable de vendre comme rêve à la femme, la relation va perdre en intensité, va finir par se déliter. Alors par contre, du coup, ça donne un certain nombre de conséquences qui sont intéressantes à analyser. Parce que on va voir ici donc un certain nombre d'angles morts, que les approches dites de calories, de tout ça, en fait ne veulent pas voir, ignorent volontairement. Quand on leur mentionne, ils font exprès de pas les voir, mais il suffit d'aller par exemple dans des endroits qui sont assez pauvres économiquement, on va dire dans certaines banlieues, quand vous allez faire vos courses chez Lidl, la supérette de quartier, enfin bon, à vous d'imaginer.
Et vous allez constater qu'il y a certains hommes qui sont sans attrait apparent, c'est-à-dire, on va dire qu'ils n'ont pas de calories à revendre, ils ont pas de pognon, ils n'ont pas de physique pour être capables de protéger. Ils ont parfois même pas d'hygiène ou pas de respect pour leur propre corps. Parfois ça va être des drogués, des tatous dans tous les sens, des piercings dans tous les sens, pas de capacité à faire un peu de sport, enfin du surpoids, tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourtant, vous allez voir que certains de ces hommes sont en couple avec des femmes qui sont pourtant pas mal physiquement parfois, quoi. Et ça, c'est en contradiction directe avec la théorie de la calorie. Parce que la théorie de la calorie va vous dire, bon non, mais ces femmes-là, elles vont du coup essayer on va dire, de changer de statut quand elles vont vous rencontrer et que vous pouvez prétendre apporter plus de calories. Mais pour autant, quand vous allez voir dans les faits, pour pas mal d'hommes, ce n'est pas le cas. En fait, ils ont ce statut, j'irais, supérieur en termes de capacité à fournir de la calorie. Hein. Et pour autant, ils n'ont aucune capacité à attirer ces femmes. Elles vont gentiment rester avec leur loser de service. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le loser de service, il vend à la femme un rêve, exactement le rêve que la femme attend de recevoir. Et vous, le vôtre, c'est pas le bon. Vous n'avez pas le bon, vous n'avez pas le bon hameçon, pas le bon appât, pas le bon discours. Et parfois, même l'homme peut être, je dirais, à calories négatives. C'est-à-dire qu'il peut être financièrement un boulet pour la nana. Hein. Et pourtant, elle va tout faire pour rester avec lui. Alors, je connais un certain nombre de cas directs, peut-être que vous aussi. On va ici se centrer juste sur les cas les plus emblématiques qui sont mentionnés dans des films, dans la télé, dans des bouquins qui ont été étudiés par des psychologues. Le cas le plus célèbre de tous, c'est celui du macro à pute. Bah oui. Le gars, il fait rien, il peut même pas dire qu'il défend réellement, qu'il lui fournit une protection physique, hein, c'est même pas vrai. Il fait juste que la raqueter, il va pomper son fric à elle. Elle aura trimé toute la journée, voilà. Et lui va lui pomper du pognon. Et pour autant, elle va tout faire pour rester avec lui. Mais on a également le cas de racailles, d'assassins. Donc ils sont en tôle, hein, avec des meurtres lourds, serial killers, ce que vous voulez, etc. et tout. Et vous allez en voir qui vont être des véritables groupies, hein, pour qui ça va vraiment les faire trimer. De droguer. Voilà. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes-là, sans même le savoir, en fait, ont réussi à trouver les bonnes nanas en face qui étaient sensibles au message que ces hommes-là portaient. C'est tout simple que ça. C'est pas plus compliqué. Et là où ça devient un peu spécial, c'est qu'en fait, si vous ne vendez pas du rêve, voire pire, si vous êtes un homme H, c'est-à-dire l'homme pur, là, celui qui est absolument incapable de percevoir les sentiments chez autrui, mais par contre qui est réellement un trouveur de solutions. En fait, lui, il a un problème, il va s'isoler dans sa grotte, c'est le principe de l'homme martien, hein. Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Et donc lui, il va trouver des solutions, et ça, c'est un mécanisme qui est destructeur de rêve. Et donc, si vous êtes vraiment dans cette catégorie-là, vous pouvez afficher toute la calorie que vous pouvez regorger de pognon, etc. et tout. En fait, vous ne serez pas courtisé par les femmes. Parce qu'en fait, vous ne percevez pas les rêves auxquels elles peuvent être sensibles,
qui ne sont parfois pas du tout du pognon, hein, qui sont parfois mais complètement autres, qui sont une volonté d'être dominé, qui sont une volonté d'être flatté, qui sont une volonté d'être désacralisé, d'être parfois même battu. Enfin, il y a tout dans ce monde. Et donc, il faut arriver du coup à savoir en face de soi ce qu'attend une femme, ce qu'elle cherche, ce à quoi elle rêve. Et parfois la vente de rêve elle se fait un peu inconsciemment en fait. Il va y avoir des cas un peu emblématiques qui vont on va dire créer des cibles parfaites pour les nanas. Ça va être le cas du poète. Ça va être le cas de l'homme qui est facilement manipulable car trop sûr de lui. Quelqu'un qui est sûr de lui, c'est pas bon en fait. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de douter. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de percevoir qu'il doit sans cesse évoluer. Et c'est donc quelqu'un à qui on va pouvoir soutirer des choses qu'on va pouvoir mener par le bout du nez. Mais aussi, il va y avoir celui qui affiche tellement ses richesses, qui n'en tient pas compte, qui ne tient pas d'inventaire. Et donc, on pourra gentiment piquer dans le magot sans se faire voir. On va avoir celui qui s'est déjà fait plumer. Parce que bon, bah, si c'est déjà fait plumer une fois, c'est qu'il y a moyen, si c'est un petit peu refait, hein, il y a moyen de potentiellement le plumer une deuxième fois. Et tout ça, c'est des profils d'hommes qui sont un peu pathologiques, qui présentent effectivement des... Ouais, je dirais pas des défauts de conception, mais pas loin quoi. Parce que le poète, il est incapable de comprendre réellement la réalité, et il essaie d'embirlicoter, mais il s'embirlicote aussi, enfin, et puis généralement c'est pas un mode de vie sain, la plupart ils se droguent, ils boivent, enfin la totale quoi, etc. quoi. Et donc ces hommes-là, je veux dire, qui ont vraiment des gros problèmes, en fait, ils vont être la cible de femmes qui vont, pour le coup, chercher un peu de la calorie, ou si c'est pas de la calorie, ça sera forcément quelque chose de malsain. Parce que bon, on peut avoir une nana qui va aller chercher le poète, non pas que le poète soit capable de lui fournir une sécurité, du pognon, ce que l'on veut. Non, le problème c'est que le poète va lui vendre en quelque sorte une perception complètement délirante du monde, presque, je dirais, de la drogue interposée par les mots, avec les mots en intermédiaire en fait. Et c'est ce que la nana qui va chercher le poète va chercher chez cet homme-là. Donc, on va dire, homme toxique attire femme toxique. Un autre mécanisme qui est bien répandu, qui est bien connu, c'est que les femmes repèrent quand d'autres femmes tournent déjà autour d'une de ces cibles parfaites. Vous avez le cas absolument typique de l'homme à femme, celui qui attire toutes les femmes. Ouais, bah en fait, celles-là, c'est des calculatrices. Et en fait, elles se disent qu'elles peuvent tout à fait s'accommoder des restes du butin, elles peuvent tout à fait se partager le butin entre elles. Elles ne vont pas forcément rentrer dans une compétition dure, frontale. Ça sera pas par égal, hein, mais elles peuvent rentrer éventuellement en phase de négociation avec d'autres nanas. Et là, effectivement, pour le coup, ça va vraiment chercher de la calorie. Qu'elles vont chercher à avoir, c'est avoir du confort et du fric. Voire, pour les plus calculatrices, elles vont pas forcément chercher à obtenir ceci dans un premier temps. Elles vont se servir de cet homme-là
qui a énormément de pognon, qui va du coup aussi bénéficier d'une certaine aura sociale avec toutes ces femmes qui lui tournent autour. Et ces femmes vont non pas essayer de pomper le pognon de cet homme-là directement, elles vont laisser ça aux autres femmes qui tournent autour, hein, mais elles vont chercher au contraire à l'utiliser comme un tremplin pour aller atteindre d'autres hommes qui sont dans des sphères qui leur seraient normalement inaccessibles en fait. Alors, il faut effectivement, si vous cherchez, c'est pas le but forcément d'un MGTOW, c'est pas complètement incompatible non plus, mais bon, ça on y reviendra. Mais si vous cherchez effectivement à avoir une vie de couple, à vivre avec une femme, etc. et tout, il va falloir lui fournir du rêve, mais il va falloir aussi savoir limiter ce rêve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, fournir du rêve à sa femme, c'est extrêmement usant pour un homme. L'homme n'est pas fait pour analyser autrui, percevoir ses attentes, ses émotions et ses besoins. Et il est fait pour, on va dire, y mettre fin, pour trouver des solutions. Et donc, il va être face à une dualité. C'est-à-dire qu'il est fait pour trouver des solutions, mais en même temps, s'il veut garder sa femme, il va devoir rentrer dans un mécanisme qui est typiquement féminin et qui ne s'approprie pas bien. À noter que ce mécanisme pour trouver des solutions, en fait, c'est un mécanisme, je dirais, qui vend du rêve uniquement dans un contexte de survie, mais absolument pas dans nos sociétés occidentales où on est dans un contexte de confort. Et c'est là donc tout le paradoxe qui fait que c'est extrêmement usant pour un homme d'être dans une relation de couple pendant des durées assez longues. On peut potentiellement percevoir la phase où la femme est enceinte et la phase où le bébé est jeune et grandit, jusqu'à ce qu'il arrive au minimum jusqu'à l'adolescence, comme étant une phase de survie. Ça, c'est vraiment tout relatif, c'est à discuter. Ça pourrait éventuellement se percevoir dans ce sens-là, et donc l'homme qui trouve des solutions peut avoir un certain intérêt pendant ces phases-là. Mais en dehors de ces phases-là, l'homme qui, du coup, s'il ne change pas son dialogue, son fusil d'épaule, il n'arrivera plus à vendre du rêve, et la relation, le couple va forcément en pâtir. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que donc il faut chercher à limiter les rêves. Là, on rentre dans un aspect sociétal, c'est-à-dire que ce ne sera pas vous, moi ou autre, un homme lambda avec sa femme, qui va pouvoir changer quelque chose en fait. Mais ce qu'on observe quand on regarde un peu dans le rétro, c'est que les sociétés les plus pérennes d'un point de vue démographique, elles ont systématiquement réglé ce problème de concurrence entre les rêves vendus par un homme à sa femme et les rêves vendus par l'extérieur à la femme, en instaurant un certain nombre de règles, de façon à limiter l'exposition de la femme à des rêves et tentations qui sont extérieurs au couple. Alors, parfois cela a été un peu inscrit dans des textes religieux, mais dans l'absolu, c'est pas vraiment nécessaire. Il n'y a pas vraiment une absolue nécessité que ce soit dans des textes religieux. Ce qu'il faut par contre absolument intégrer, c'est savoir pourquoi ces règles morales sont instaurées. De savoir quelle est leur utilité.
parce que du coup, si on va chercher à les abolir, on pourra prédire ce qui va se passer. Et si elles viennent au contraire, je dirais par un ensemble d'événements extérieurs ou autres, à faiblir, on sera capable de comprendre dans quelle dérive on se situe. Ça, c'est une approche, je vais dire, beaucoup plus intellectuelle. Il y a l'approche, je dirais, brute décoffrage où on réfléchit pas. C'est l'approche religieuse. Et donc, je conclurai un petit peu cette vidéo-là en mentionnant un certain nombre de proverbes qui sont un peu relatifs, ou de citations qui sont relatives aux rêves. Alors c'est des citations un peu approximatives, hein, mais seuls se laissent attirer vers la conscience, vers ceux qui sont déjà éveillés. Ceux qui sont déjà sortis du rêve peuvent évoluer dans un état de conscience. C'est des situations qui sont délicates et qui se mènent seules, qui se mènent du coup où on est en phase d'analyse du monde et on ne peut pas la mener en étant en couple, en étant entouré d'un milieu social. Les foules sont attirées par ceux qui les éblouissent, mais fuient ceux qui les éclairent. On appelle cela le rêve américain parce qu'il faut être endormi pour y croire. Mes rêves ne me rapportent rien, et c'est pour cela qu'ils me sont chers. Les vrais rêves les plus dangereux sont ceux que l'on fait étant éveillé. Voilà. Je vous laisserai chercher de qui sont ces fameuses citations, ces fameux proverbes, etc. Il y en a certains, comme je vous dis, qui sont en citation approximative, il y en a d'autres qui sont légèrement modifiés, très légèrement modifiés par moi-même. On pourrait en trouver d'autres. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'en fait, effectivement, on est tout le temps à la recherche de rêves, et que à peine on les aura atteints, ils vont perdre toute saveur. Et que cela gouverne donc toutes les relations économiques, que cela gouverne toutes les relations humaines aussi. Là, on a abordé le cas, je dirais, de la relation de couple, hein, mais vous avez absolument la même chose avec le monde du travail, avec la société de consommation, avec la recherche de spiritualité, le monde religieux. Vous avez tout cela à chaque fois. À chaque fois, on cherche à vous vendre du rêve, et il faut que ce rêve vous convienne, que ce soit un rêve avec lequel vos prismes, votre perception, vos valeurs soient en accord. Sinon, du coup, vous allez forcément aller chercher un autre rêve. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vais attaquer directement la vidéo suivante, puisque j'ai déjà rédigé ça, quoi. Donc c'était la 4e vidéo. Merci de m'avoir suivi et à plus tard.